Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de faire une petite présentation aujourd'hui sur invitation des gens de la MAC, que je remercie de me faire l'honneur d'intervenir aujourd'hui. Donc, j'ai choisi un sujet alors que j'affectionne particulièrement et qui me semble être une bonne base pour aborder les sujets les questions de peinture et de patine, de maquettes d'avion, à savoir l'olive drabe. Alors l'olive drabe, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, c'est une teinte réglementaire utilisée par l'US Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale et ailleurs dans d'autres contextes. Donc c'est grosso modo une teinte vert brunâtre. Alors comme l'a très justement dit quelqu'un tout à l'heure, en fait on parle d'olive drabe, mais on devrait parler toute une variété de nuances d'olive drabe, puisque je vous ai fait un petit nuancier ici de différents. Alors, je sais pas ce que vous voyez. Tu me dis comme ça, c'est bon? Oui, ok, d'accord. Pardon. Allez, voilà le retour. Voilà, on va y arriver. Hop. Voilà. Donc, en fait, cette teinte avait plusieurs particularités. D'abord, elle était produite par différents fabricants, ce qui veut dire qu'il pouvait y avoir différentes nuances. Et selon la composition, selon le fabricant et la durée de vie des appareils sur lesquels elle était employée, elle avait tendance à vieillir et vieillir de manière très hétérogène selon les théâtres d'opération, les conditions d'exposition, etc. Donc, comme je disais, je vous ai fait ici un échantillon de différentes nuances de ce qui s'appelle dans la gamme des fabricants de peinture olive drabe. Ici, sur la table, vous pourrez voir après, j'ai des flacons des peintures que j'utilise. Pour ma part, alors à peu près toutes les gammes de peinture, tous les fabricants de peinture proposent cette teinte et voire plusieurs variantes de cette teinte selon les applications. Une teinte type fraîchement appliquée, une teinte vieillie, et puis selon les sujets, on a de l'olive drabe pour les avions, et puis on a une variante pour les blindés, les véhicules terrestres. Pour ma part, je travaille quasiment exclusivement avec la gamme Gunze, GSI, également connu sous le nom de GSI. Donc ce sont ces petits flacons là, qui sont en fait des peintures qu'on qualifie abusivement d'acrylique, mais enfin qui se diluent à l'eau et qui ne demandent pas de solvant très agressif comme le white spirit par exemple. Et qui sont donc très confortables d'emploi. Elles sont par ailleurs très souples parce qu'on peut bien les diluer, on peut beaucoup les tirer en fait en dilution pour travailler très finement la nuance et obtenir des effets vraiment très fins, très subtils, si on y consacre suffisamment de temps. Voilà. Donc pour vous faire cette petite démonstration, je suis parti d'un sujet classique pour l'olive drabe, à savoir un P-47, donc un chasseur monomoteur américain de Deuxième Guerre mondiale, que j'ai déjà prépeint pour gagner un petit peu de temps. Donc, il a reçu une première couche d'olive drabe Gunze, donc plus spécifiquement du H52. Teinte, j'allais dire native, donc pas modifiée, simplement diluée à hauteur de 50-60%, donc 50-60% de diluant, parce que ce sont des peintures qui sont relativement épaisses dans le flacon. Je me rends compte que j'ai pas pris dans les outils dont j'aurais peut-être besoin. Pour vous montrer, ça serait aussi, ça avait été agité avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il y a dans mon flacon, c'est déjà dilué, puisque quand je travaille avec mes peintures,
Déjà, je les prédilue en flacon, et puis quand j'ai fini de les utiliser, après les avoir passés à l'aérographe, on reviendra là-dessus très rapidement, dans le godet de mon aérographe, j'ai donc un mélange qui est déjà assez dilué, et comme rien ne se perd au prix Welber, je remets tout dans le flacon, pour autant que la teinte n'ait pas été dénaturée par des mélanges. Si j'ai utilisé la teinte pure simplement diluée, je la remets dans le flacon. Ça se conserve très bien sur le long terme. Donc, comme je disais, ce sont des peintures qui sont relativement épaisses. Donc, celle-là, voilà, très bien. Celle-là, vous voyez, elle est déjà bien diluée, mais on voit déjà à la densité de la goutte qu'on a une peinture qui est assez épaisse si on ne la tire pas avec du diluant. Donc, comme je disais, cette maquette a déjà été couverte, donc avec un mélange dilué grosso modo à 50%. Alors, je sais pas si on va pouvoir le voir dans le flacon. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Merci. Alors, j'ai repris l'expression de mes anciennes lectures d'adolescents quand je lisais les magazines de maquettes. Où un maquettiste préconisait une dilution de manière à obtenir un mélange qui ait la consistance du lait, ce qui est assez juste en fait. Quand on dilue la gunzea à peu près 50%, on a quelque chose qui commence à devenir translucide, et quand on le fait glisser sur les parois du flacon, on a une peinture qui couvre juste la paroi quand on la tire, et qui ensuite, quand elle descend, ça rappelle un peu la consistance du lait qui coule sur les parois d'un verre. Donc cette consistance-là est idéale. C'est le meilleur compromis en fait pour avoir une peinture assez fluide pour la faire passer dans l'aérographe, et qui soit suffisamment couvrante pour pas passer une demi-heure à peindre simplement une aile d'avion. Alors, juste 2 minutes sur l'outil. Pour ceux qui ne sont pas familiers, donc ceci est un aérographe, grossièrement, vulgairement appelé pistolet à peinture. C'est un peu plus fin que ça, mais le principe reste le même. Dans ce qui ressemble finalement assez à un stylo, on fait un mélange air couleur, un mélange air peinture, qu'on pulvérise. Alors avec le compresseur allumé, c'est mieux. Donc on pulvérise, on met la peinture dans le godet ici, et quand on appuie sur la détente, alors ceci est un aérographe à double action, ce qui veut dire que on peut contrôler séparément le débit d'air et le débit de peinture. Donc quand on appuie simplement sur la détente, on fait sortir l'air, et quand on tire la détente vers l'arrière, on augmente le débit de couleur. Et je me rends compte que je n'ai pas préparé mon matériel, et c'est pas bien. On va t'embêter. Donc en fait, il y a une buse avec une aiguille dedans, et c'est en tirant l'aiguille qu'on fait le mélange de peinture dans le corps de l'aérographe. Donc ça a été peint avec cette peinture-là, non modifiée, H52, diluée à 50% à peu près, de manière à avoir une surface de couleur homogène. J'en ai profité aussi pour peindre un bout d'aile avec une variante très affadie en fait de ce verre-là, comme on peut l'observer sur un certain nombre de machines qui avaient quelques heures de vol, voire quelques années de carrière pendant la Deuxième Guerre, en particulier sur des bombardiers et des avions de transport. Et on peut voir cette teinte qui tire assez fortement sur le kaki ou sur le chanvre. J'espère que j'aurai le temps de la travailler en fin de séance. Donc, je vais essayer de vous montrer la progression du travail de patine qu'on peut faire sur cette teinte, qui se prête vraiment à beaucoup d'effets, puisqu'on on a une gamme finalement de vieillissement très très large possible avec ce verre-là. C'est aussi pour ça que je vous ai fait des échantillons, parce que ça donne une idée
des différentes nuances qu'on peut utiliser. Et comme vous allez le voir, je vais utiliser des mélanges qui font appel à d'autres couleurs pour faire des effets un peu plus spécifiques, pour reproduire le vieillissement des tôles et le vieillissement de la peinture sur les tôles. Donc on va finalement marbrer les surfaces avec différentes nuances de vert. Pour obtenir des effets qui vont se superposer, un peu s'entremêler et qui vont animer les surfaces, parce que si vous regardez finalement la maquette telle qu'elle est peinte, alors là-dessus chacun sa religion, mais au final si on peint une maquette comme ça, qu'on pose les motifs les marquages dessus, les décals pour la décoration, on a quelque chose qui est finalement assez lisse, assez plat. Il y a des gens qui aiment bien. Personnellement, c'est pas ce que moi j'aime. Je préfère reproduire des sujets un peu tapés, un peu opérationnels. Et donc du coup, l'idée c'est d'altérer, alors plus ou moins fortement cette teinte de base, pour essayer de reproduire des effets qu'on voit sur photo. Rassurez-vous, je vais passer à la technique. Juste quelques mots. Alors, pour ma part, je m'attache à travailler le plus possible sur support photo. Donc, quand je travaille un sujet, je vais chercher la biblio et j'essaie de trouver des photos de préférence en couleur pour essayer de reproduire ce que je vois. Il y a plusieurs écoles en fait de peinture. On connaît notamment l'école espagnole, qui est assez célèbre pour une approche très contrastée, très lumineuse du travail des teintes, qui est pas forcément du goût de tout le monde, notamment en France. Je reviendrai pas sur les débats, mais c'est vrai que cette approche-là donne des effets qui sont très contrastés, qui sortent très bien à la photo, mais qui, à mon sens, ne sont pas forcément, n'ont pas le réalisme que moi je recherche sur mes sujets. Je suis pas en train de dire que ma solution est absolue et que c'est forcément ce qu'il faut suivre, mais voilà, mon approche est de reproduire ce que je vois sur les photos. Donc je vais vous montrer comment je procède techniquement. Alors, un dernier mot avant de mettre la peinture dans le godet. Donc, je suis parti de cette référence H52. Ici, échantillon de différentes couleurs. La règle générale que j'essaye de suivre, c'est de partir de la référence de peinture, la référence peinture de base, que je vais retravailler, que je vais modifier avec d'autres couleurs. Donc typiquement, c'est ce que j'ai aligné sur la table, que je vais utiliser dans cet ordre-là. Donc je vais altérer la teinte de base en rajoutant une teinte plus claire, plus rose, plus rouge, plus jaune, plus noir, enfin ce qu'on veut en fait finalement, on met à peu près ce qu'on veut dans le godet en fonction de l'effet qu'on recherche. Et je vais éviter d'utiliser des références qualifiées d'olive drabe dans la même gamme ou dans d'autres gammes, parce que in fine, je ne connais pas la composition, je ne sais pas comment ont été préparées ces nuances. Et moi, ce qui me gêne, c'est que sur deux références différentes, donc typiquement ici, j'ai un H52, j'ai un H78 de la même gamme de la même marque, de la même gamme de peinture. Je ne sais pas comment ont été préparées ces deux teintes. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on utilise une référence différente, au lieu de partir de la couleur d'origine qu'on altère, mais quand on utilise une référence différente de peinture, on peut se retrouver avec des contrastes qui sonnent assez faux parce que l'autre teinte aura été préparée avec plus de vert ou plus de rouge, et au final, on aura une espèce de dissonance chromatique. Je sais pas si ça a un sens, mais on aura une espèce d'effet un peu dissonant qui qui n'évoquera pas un vieillissement de la teinte, mais plutôt l'application d'une autre couleur. Et d'une manière générale, c'est ce que j'essaye d'éviter, puisque, sauf cas spécifique que je vais vous montrer, je préfère faire évoluer ma nuance pour la vieillir progressivement. Alors, il y a différentes approches. Comme je vous l'ai montré, moi, je pars d'une teinte uniforme. Il y a des maquettistes qui font du pré-ombrage, qui appliquent des teintes
différentes sur la base avant d'appliquer leur couleur de camouflage, mais une couleur très translucide. Pour ma part, je travaille toujours a posteriori, c'est-à-dire que j'ai une teinte de base que je monte en nuances, que je fais varier, que je vieillis, et pas le contraire, parce que j'ai un meilleur contrôle de cette manière-là. Pardon. Juste, je fais une petite pause, qu'il y a beaucoup de monde debout. Donc, faites un petit peu de place, puis on va rajouter des chaises. Tu me dis quand je repars. Hein? Tu me dis quand je repars. Oui, oui. C'est la grande vadrouille. Alors, j'ai conscience que j'ai été très bavard jusqu'à maintenant, donc maintenant, on va passer un peu aux choses sérieuses. C'est pas le c'est pas les premiums. Franck, Désolé. je peux demander un verre d'eau si c'est possible. Pour boire, Pour boire, parce que pour diluer, j'ai ce qu'il faut, mais je préfère pas faire les deux. Pour ceux qui veulent, hein, on peut faire passer l'échantillon, ça vous donnera une idée. Alors je vais y venir. On est dans le chapitre 2. On est où là, parce que On est qu'à la préface. Hein. fin d'introduction. Alors, pardon J'ai pour cette interruption. On peut reprendre. Merci. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, ma technique de base, c'est de monter la teinte de base en nuances. Et donc, pour débuter la démonstration d'application des nuances, je vais prendre exactement le contre-pied de ce que je viens de vous expliquer, puisque je vais utiliser une teinte déjà préparée, à savoir le H78, qui est donc une autre nuance d'olive drabe dans la gamme Gunze. Je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Visiblement, il y a du vert et du marron, probablement du noir. Alors, je vais utiliser cette teinte-là parce que le premier effet que je vais faire sur ma cellule, c'est de faire du paneling. Alors, le paneling, c'est une technique qui est, à mon avis, plus utilisée sur les sujets terrestres. Mais je connais certains maquettistes qui font ça sur des avions et qui font ça très très bien. Pour ma part, je l'utilise assez peu, mais c'est une technique qui est intéressante parce que elle permet d'obtenir tout de suite des contrastes assez forts sur certaines parties de la cellule et de reproduire par exemple des tôles de remplacement. Donc pendant la maintenance, pendant les opérations, la machine a été endommagée. Elle a encaissé un ou deux obus ou une ou deux balles de mitrailleuse. On a remplacé le panneau pendant une opération de maintenance et du coup, on s'est pas forcément attaché à repeindre le panneau de remplacement dans le camouflage d'origine. Le panneau provient peut-être d'une autre machine qui a vieilli dans certaines conditions, ou alors c'est un élément neuf peint fraîchement, et donc du coup il va pas avoir la même teinte. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais peindre sélectivement certains panneaux dans une nuance. Alors pour ça, du coup, la règle que je vous ai un peu exposée en ouverture peut être contournée, puisque comme c'est un panneau d'origine différente, il peut avoir une peinture d'une nuance différente. Donc je vais prendre du H78. Alors, ce que j'ai dans mon flacon ici est très largement dilué, donc je pense que je dois avoir au moins 60% de diluant dedans. Donc, j'en utilisé qu'une petite quantité. Alors, merci. Je dois vous dire tout de suite que pour cette démonstration-là et pour gagner du temps, j'en ai déjà perdu, je vais un peu tricher sur les taux de dilution. D'une manière générale, je travaille avec des taux de dilution assez élevés. On va dire que le 50% de diluant, c'est vraiment pour des couches très couvrantes qu'on peut passer assez rapidement. Et ensuite, quand je retravaille mes panneaux, je suis à minimum 60% de diluant dans le godet.
Ça peut monter jusqu'à 80% avec des mélanges très très clairs. L'intérêt étant que quand on déborde sur des zones qu'on voudrait pas couvrir, quand on a 80% de dilution, ça marque très très peu et donc ça laisse beaucoup le droit à l'erreur. Là, pour la démonstration et pas trop perdre de temps, je vais essayer, voilà, je vais essayer de donc pulvériser ma peinture avec des dilutions un peu moins élevées. Donc ici on doit avoir 60% de diluant dans le mélange. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, voilà, sur du blanc, vous voyez en termes de couverture, c'est déjà assez couvrant. C'est pas gênant, c'est pas gênant pour ce que je veux faire parce que j'ai délimité mon panneau à la bande cache. On peut faire ça au post-it également et repositionner de proche en proche en fait les morceaux de cache pour travailler panneau par panneau. On peut s'amuser à couvrir plus de panneaux, enfin délimiter plus de panneaux pour faire les nuances en un seul jet. Moi je travaille de proche en proche, c'est plus souple. Donc ici j'ai ma teinte. Alors vous allez dire que je passe jamais à l'action, donc je vais déjà commencer à pulvériser. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà. Donc comme les teintes, le H52 et le H78 sont très très proches, il faut vraiment délimiter le panneau pour voir la nuance entre les teintes. Donc là j'ai un peu comme un sagouin. Donc l'avantage de délimiter le panneau, c'est qu'on peut y aller franco, déborder très largement, c'est pas un souci. Vous avez vu que j'ai mis mon aérographe dans la bouche. C'est pas un tic, c'est juste que celui-là est équipé d'une butée réglable. Donc la butée réglable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil absolument magique qui se visse en remplacement de la queue en fait de l'aérographe. Il y a un pas de vis avec une butée qu'on peut clipser ou déclipser, qui permet de limiter le débattement de l'aiguille dans le corps de l'aérographe. Pour un peu de technique, en fait, plus l'aiguille est reculée, plus il y a de couleurs qui passent dans l'aérographe, et donc plus le mélange est riche en peinture, et donc plus on balance de peinture sur la surface qu'on est en train de peindre. Donc du coup, si on limite le débattement de notre aiguille, on a finalement assez peu de couleurs qui passent. Donc là, je vais refermer progressivement. Voilà, j'ai refermé. J'ai limité au maximum le débattement, et là vous voyez qu'il y a assez peu de couleurs qui sort. Comme ma peinture est peu diluée, ça crachote, ça fait du mouchetis. Alors dans la pratique, c'est ce qu'on essaie d'éviter, mais là comme je couvre des grosses surfaces, c'est pas gênant. Et donc en fait, plus je vais dévisser, plus je vais augmenter le débit de couleur. Mais ça veut dire que quand ma butée est clipsée, je vais avoir en tirant à fond ma détente, un recul constant de mon aiguille, et donc j'aurai toujours le même débit. Voilà. Donc, un premier travail sur les panneaux. Chacun sa technique pour appliquer la peinture. Bon, là, je charge beaucoup. Comme vous verrez, moi, j'ai tendance à balayer beaucoup les surfaces avec des mouvements comme ça assez nerveux. Il y en a qui disent qu'il faut être la surface. Bon, moi, je balaye comme ça. Je reviens beaucoup dessus. Et tout de suite, si on enlève. Alors, quand on regarde avec le masque, la nuance, je sais pas ce qu'on voit à la vidéo, mais avec la nuance est quand même pas hyper flagrante. Ce qu'on voit surtout, c'est les effets de brillance qui sont dus à la fraîcheur de la peinture et au fait qu'elle est assez peu diluée, donc elle garde son fini satiné. Et pour voir la différence finalement, il faut enlever la bande cache, et là, logiquement, voilà, on voit un panneau de remplacement. Alors, dites-vous bien que c'est pas du tout authentique, hein, ce que je fais. On est vraiment sur quelque chose d'illustratif. Voilà. Donc on peut procéder comme ça avec des caches. On peut faire la même chose à main levée quand on maîtrise suffisamment son aéro. On fait ça à main levée. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que le principe de l'aérographe, c'est que ça pulvérise la peinture, et donc on a un bord fondu. Et donc du coup, on verra moins la délimitation à main levée qu'avec la bande cache. Je sais pas trop ce que ça donne. Voilà, on voit quand même un peu une nuance, mais qui est quand même assez largement due aux effets de brillance. Donc on peut faire ça sur des grandes tôles. On peut aussi se dire que des petites tôles j'arrive à trouver le mot.
Des petites trappes, merci. Voilà. Un terme très compliqué. Que des petites trappes peuvent aussi être altérées en termes de teinte, soit par la manutention, ou juste parce qu'elles ont été remplacées à force de les manipuler, elles se dégradent et puis on les remplace. Donc on peut faire ça à différents endroits de la cellule. Et donc on a un premier effet. Alors là j'ai travaillé avec une peinture qui était assez peu diluée. Maintenant je vais la tirer un peu, je vais l'éclaircir avec du diluant. Alors le diluant que j'utilise, c'est un mélange maison d'éthanol. Donc éthanol, en fait c'est de l'alcool pharmaceutique et de diluant Mercolor. Donc en fait c'est le diluant du fabricant. Enfin, que préconise le fabricant Gunze. Donc c'est le diluant spécial acrylique. Il n'y a pas de. Alors il a des propriétés qui sont très intéressantes parce que il dilue la peinture. Donc déjà c'est ce qu'on en attend. Mais surtout il a des additifs qui retardent un peu le séchage de la peinture et qui cassent la tension de surface du mélange. Si on dilue à l'eau, en fait, on obtient un mélange qui est pas suffisamment fluide pour qu'il passe bien dans le corps de l'aéro, et donc du coup on se retrouve avec des projections, typiquement ce que vous pouvez voir sur ma carte ici. Au lieu de projeter quelque chose de très nébuleux, on a des micro-gouttes mais qui sont assez visibles et assez dures à l'œil, et c'est ce qu'on veut éviter. Alors que avec le diluant dédié, l'additif qui casse la tension de surface permet d'avoir un mélange beaucoup plus fluide, et donc du coup on pulvérise quelque chose de très nébuleux, de très fin, et donc on a un meilleur contrôle de la projection. Donc j'ai rajouté du diluant. Alors très honnêtement, je fais ça au pifomètre maintenant. L'idée c'est d'avoir un mélange assez clair. Alors je vais vous montrer juste. Là j'y suis allé un peu beaucoup sur le diluant. Si je mets une goutte, voilà. Si je mets une goutte sur mon support, vous voyez quand même à quel point ma peinture est diluée. C'est quand même très très translucide. Alors pour la démonstration, l'inconvénient c'est que quand on travaille avec des peintures très diluées, le pouvoir couvrant est faible, ce qui fait que, alors ça donne le droit à l'erreur, ça permet de dépasser, de déborder, c'est très bien, mais par contre on passe pas mal de temps sur chaque panneau pour que ça marque. Donc ici je vais quand même recharger un petit peu en couleur pour pas passer une demi-heure, et puis après voilà. Donc souvent, quand je travaille, ça va être 2 tiers de diluant et 1 tiers de peinture, sachant que ma peinture est déjà un peu diluée, mais je travaille 10 gouttes, 5 gouttes en fait. Et si je vois que c'est trop clair, je rectifie en rajoutant un peu de couleur. Le rapport d'alcool plus oui. C'est moitié-moitié. Bonne question, 50-50. Ouais, 50-50 en volume. Voilà. Alors, hop. Donc, là, vous voyez la différence quand je pulvérise sur ma carte. Donc, déjà, tout de suite, vous voyez que c'est beaucoup moins couvrant, c'est beaucoup plus clair, et également, on a un peu moins de crachottis. Quand on passe sur du clair, alors c'est assez contrasté. Voilà. Alors donc je repars de cette teinte-là à 78. Je vais l'utiliser dans un premier temps pour maintenant marbrer mes surfaces en H52. Bon là j'ai beaucoup de surface donc je vais pas traiter toute la maquette. Quelle est l'idée? Quand la peinture de base vieillit, elle peut vieillir de différentes manières. Donc, elle peut s'éclaircir avec l'exposition au soleil, aux UV, aux intempéries, ce qu'on veut. Elle peut aussi se foncer à cause des manipulations des mécanos, de la crasse, des salissures, de l'environnement, de la pollution, tout ce qu'on veut. Et donc, moi, ce que je vais m'attacher à faire, c'est de retravailler ma teinte de base avec des nuances. Alors, une nuance plus sombre pour commencer. Je vais tirer ma teinte vers le bas. Et puis ensuite, je vais la moduler vers le haut avec des mélanges plus clairs. Donc je réduis le débit de couleur dans l'aéro. Et là, je vais travailler sur mes teintes en les marbrant. Donc comme vous pouvez voir, voilà. Hop, voilà. Donc voilà. Comme vous allez, j'espère pouvoir voir. Donc c'est un peu à la sauvage, c'est dans tous les sens. L'idée c'est de marbrer le truc de manière totalement aléatoire.
Alors, il y a plusieurs approches. Pendant très longtemps, on voyait les maquettes en exposition qui étaient traitées de manière un peu systématique avec, ça a évolué depuis, hein, les maquettistes qui traitaient les panneaux en éclaircissant de manière systématique le centre et en fonçant de manière systématique les bords. Alors, ça peut avoir des effets visuels intéressants, mais d'une manière générale, c'est assez peu réaliste. Donc, ce que moi j'essaye de faire, c'est ma méthode, c'est pas une règle absolue, encore une fois, hein, c'est de travailler de manière aléatoire en n'hésitant pas à dépasser sur les lignes de structure, sur les détails, pour donner une première nuance et une première irrégularité à la teinte de base. Donc, comme je disais, je travaille toujours a posteriori. Cet effet-là, on peut l'avoir aussi en faisant ce qu'on appelle un pré-ombrage, c'est-à-dire une sous-couche très sombre, pas forcément homogène, donc avec du noir ou du marron très foncé, et donc qui va donner une base très sombre à la teinte de camouflage qu'on va passer par-dessus. Et si on pulvérise une teinte de camouflage relativement translucide et de manière irrégulière, eh ben on obtient un effet qui est similaire à ce que je suis en train d'essayer de faire ici. Alors avec une teinte qui est quand même très diluée. Et donc du coup, je suis pas certain qu'on voit vraiment une nuance à l'écran. C'est un peu le souci. Alors c'est un des défauts que je peux avoir, c'est-à-dire que quand je travaille, c'est parfois très très subtil, donc je le vois parce que j'ai le nez dessus, et puis au final, quand je prends les photos, je me rends compte que le temps passé dessus n'est pas forcément le temps bien exploité, parce que la nuance est tellement subtile que... Donc, je vais tricher, je recharge mon mélange, c'est très intelligent ce que je fais, en couleur, et je vais essayer de marbrer, mais logiquement, bon, je vais essayer d'insister sur la queue. Logiquement, on doit commencer à voir apparaître un espèce de, alors c'est pas un motif, mais un espèce d'effet un peu aléatoire qui casse l'homogénéité de la couleur de base. Je vais aussi insister un petit peu sur certaines trappes, mais là vraiment l'idée c'est d'ajouter du bruit sur la couleur. Donc, comme ma teinte est j'allais dire assez peu diluée, moins la teinte est diluée, plus il faut bouger rapidement. C'est-à-dire que si vous restez sur place, je vais vous montrer pour l'exemple, si vous restez sur place, ça devient vite assez dégueu. On se retrouve avec des surépaisseurs de peinture, ça coule dessus, c'est pas beau. Donc ça c'est pour la cause, on sacrifie, mais c'est pas grave. Et on marbre la peinture, donc avec cette nuance. Donc pour l'instant c'est très très subtil, mais on va revenir dessus derrière. Là pareil, je vais travailler, donc je vais essayer de faire juste un panneau pour qu'on voit, peut-être qu'on essaie d'apercevoir par rapport au panneau d'à côté la différence. Je sais pas si ça sort très bien. Vous voyez toujours des zigouigouis en fait. Hein. Je fais des serpentins, des trucs un peu aléatoires dans tous les sens, sans insister spécifiquement à un endroit ou à un autre. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir un petit peu les premières nuances? Ouais. Je me doute, mais même moi j'ai un peu du mal. Hein. Alors, je me rends compte que depuis tout à l'heure j'ai des lunettes sur la tête que j'utilise pas. Enfin, moi, j'ai pas de lunettes. Voilà. Donc un premier travail. Alors, logiquement, si on démasque ici, au niveau de la queue, on doit avoir un premier effet. Est-ce que vous voyez la délimitation? Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour essayer de vous montrer la progression, je vais avancer mon masque. Et maintenant, on va attaquer un peu plus dans le dur avec des choses qui se voient plus. Alors, en prenant cette fois la teinte de base, donc le H52, donc le H78, maintenant on l'oublie. Donc je l'ai utilisé essentiellement pour faire des panneaux. Il me manque des cotons-tiges, c'est pas grave.
Allez, on va faire l'artisanal. Alors, l'avantage de l'olive drabe, c'est que comme on fait du vieillissement et que c'est voilà une teinte très très riche, on peut quand même superposer les teintes. Il y a quand même pas mal de tolérance. Voilà. Donc, ce que j'aurais dû faire dès le début, ici j'ai une barquette. Alors, il existe des accessoires dans le commerce pour vider les fonds d'aéro directement partout, sans en mettre partout. Là, j'ai fait ça sur mon carton des tests, donc j'aurais pas dû. Donc, truc très simple, une vieille chaussette trouée qu'on mettra plus sur un fond comme ça absorbe. Oui, pardon. Voilà. Hop. On recycle en maquette, vous savez. Donc voilà, j'ai un fond de Scotch-Brite qui sert à absorber. Et une chaussette par-dessus, voilà. On pulvérise dedans. Si on se débrouille bien, on n'en fout pas partout. Ça fait pas hurler tout le monde dans la maison. Ça sent un peu quand même parce que ça sent le diluant. Donc, voilà. Mais ça marche bien. Donc, je reviens sur mon H52. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, c'est ma teinte de base, c'est ma dominante. C'est ma teinte de base. Donc, je vais retravailler. Et là. Donc, j'ai un mélange assez lourd, parce que dilué qu'à 50%, dans lequel, j'en ai déjà trop mis, dans lequel je vais rajouter, alors, je vais le monter en lumière. Donc, dans un premier temps, je vais rajouter une teinte sable. Bon, ici, c'est du H79, donc c'est un sable allemand. On n'est pas du tout obligé de s'attacher à des teintes allemandes, des Waffe, nazis, je sais pas quoi. Mais en l'occurrence, c'est ce que j'avais en stock. Voilà. Donc un sable quelconque qui en fait va permettre d'ajouter un peu de lumière à la nuance, enfin à la couleur de base. Donc ici, alors qu'est-ce qu'on va l'engoler, voilà. Donc je vais rajouter, je sais pas, 1, 2, 3. Bon, j'ai mis 4-5 gouttes. On va touiller pour voir ce que ça donne. Et là, on va se retrouver avec une teinte, c'est pas un hasard, qui est finalement assez proche de ma teinte très passée, très patinée, là, que j'ai peint sur ma demi-aile. C'est pas un hasard, parce qu'en fait, c'est comme ça que je prépare mon olive drabe à Fadi. Donc, on se retrouve avec une nuance beaucoup plus claire. Et là, du coup, alors si je la dilue pas un peu, je vais marquer trop fortement ma teinte de base. Donc, je rajoute une dizaine de gouttes. Je mélange. Hop. C'est pas très homogène, c'est pas grave. Je purge mon aéro en tirant un peu. Voilà. Hop. Je vérifie sur mon support que ce qui sort, il sort rien du tout. Tiens. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui sort? Sur le fond. C'est suffisamment clair. Donc là, j'ai un souci de dilution. Alors, le problème, c'est que, comme mon aérographe devait pas être suffisamment nettoyé, la buse, c'est un peu encrassé, et donc, du coup, c'est un peu de mal à sortir. Voilà. Ok. Donc, je répète ce que je disais tout à l'heure. Là, je triche avec les dilutions. Normalement, je travaille avec plus de diluants, mais on va essayer de gagner du temps. Donc, je reprends, pardon, je me mets dans le bon sens. Je reprends ma teinte de base. Et pareil, je vais la marbrer un peu dans tous les sens. Et là, tout de suite, on voit apparaître. Alors, pour les démonstrations, les effets seront assez contrastés. Alors, c'est ce que certains maquettistes vont vouloir chercher. D'autres, comme moi, chercheront peut-être à avoir quelque chose d'un peu plus subtil. Voilà, en bougeant suffisamment rapidement, on arrive quand même à contrôler la densité de couleur. Voilà, si c'est débouché. On arrive quand même à contrôler la densité de couleur et avoir des effets pas trop marqués. Donc, dans un premier temps, je fais ça dans tous les sens. Donc, je marbre, voilà, pour avoir quelque chose de très irrégulier. Comme c'est une teinte qui est
éclairci. On peut faire des effets pour, par exemple, faire ressortir les zones hautes de la machine pour simuler des reflets, un éclairage un peu plus brillant sur le dessus. Donc on peut reprendre les surfaces supérieures. Et alors comme vous allez voir, j'ai tendance à balayer perpendiculairement au sens de déplacement de la zone que je travaille. Donc ma zone, elle s'étend gauche-droite, donc je vais balayer de haut en bas. Et j'avance progressivement. Et petit à petit, en fait, on va faire monter la teinte sur le dessus de la machine. Et on va se retrouver avec un effet un peu artificiel, mais qui ajoute un peu d'attrait visuel. Alors, on peut travailler de la même manière l'arête dorsale. Hop. Et l'idée, c'est d'avoir des mouvements. Je vais faire des petits mouvements sur une bonne partie de la surface, et puis d'un coup, je peux l'étirer un peu plus et revenir et retirer un peu plus. Et ça permet de varier les effets et de simuler aussi des effets qu'on voit sur des machines qui ont déjà quelques mois ou quelques années, qui sont restées au parc assez longtemps exposées aux intempéries, où en fait on a des traînées verticales. Ça va être la pollution, la poussière, etc. qui sera accumulée par temps sec sur les surfaces, et puis dès qu'il pleut, ça dégouline et ça tire vers le bas la crasse, et au final ça donne des effets plus clairs, verticaux. Et donc en faisant ces mouvements comme ça de haut en bas, on peut nuancer et reproduire un peu ces espèces de traînées. Voilà. Donc il faut travailler aussi de la même manière sur les ailes. Alors je vais faire de la même manière, donc toujours aléatoire, pour avoir une teinte donc que je marbre. Donc comme vous voyez, je superpose, c'est rien d'autre que de la superposition, cet effet clair à l'effet foncé que j'ai passé au préalable. Et en fait, là je fais le tour, mais je vais pas m'arrêter sur les tôles que j'ai sur les tôles que j'avais délimitées. L'effet pour le coup va être assez contrasté, mais c'est pas gênant parce que pour le coup, ce que moi je vais essayer de faire, c'est d'atténuer un petit peu les contrastes qui finalement sortent assez fort. Voilà, donc là j'ai quelque chose de très irrégulier. Alors pour tout dire, je pulvérise un petit peu large. Idéalement, il faudrait que les marbrures qu'on voit soient un peu plus fines pour que ce soit plus convaincant à l'échelle. C'est pour la démonstration. Donc d'abord j'ai ce marbrage aléatoire, et puis après ce qu'on peut faire, c'est aussi faire des effets, je sais plus par où le tenir, c'est faire des effets dans le sens du vent. L'idée ici, c'est d'éviter encore une fois d'avoir des effets systématiques sur la teinte. Ça reproduit aussi des traînées quand la machine est au combat, qu'elle passe dans des zones plus ou moins chargées en flaques, en éclats d'obus, en fumée, en projection en tout genre, tout ce que l'adversaire peut balancer en l'air pour empêcher les attaques. La cellule ramasse en fait en passant dans tout ça, et donc du coup ça fait des traînées, et pas forcément des traînées sombres, mais je vais combiner les deux. Donc là je fais un premier effet avec du clair. Je peux insister aussi, ce qui peut être pas mal, c'est d'insister un peu plus fortement sur certaines tôles avec cette nuance claire. Donc on peut partir par exemple d'un coin d'une tôle, et puis insister et faire ça de manière irrégulière, mais d'avoir des zones qui vont être un peu plus marquées. Pour le coup, ça ajoute un peu à l'effet. Et ce qui est très important, à mon sens, c'est d'avoir quelque chose d'irrégulier et de totalement asymétrique. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur une aile, vous faites pas la même chose de l'autre côté. Et plus on travaille la symétrie, et finalement plus on augmente la variété, et on obtient des effets intéressants et attrayants à l'œil en fait. Donc voilà, on peut travailler sur certaines zones plus ou moins. Alors en principe, en toute rigueur, ça doit répondre à une certaine logique. Ça va être des zones qui sont plus ou moins piétinées, qui sont plus ou moins frottées pendant la maintenance, ou voilà.
D'où l'intérêt de regarder de se référer à des photos d'époque pour essayer de reproduire les effets de manière authentique et logique. Voilà. Donc, comme je disais, j'en ai mis beaucoup trop dans le godet, donc il va falloir que je le décharge. Donc ça, je fais pas d'habitude, je jette pas. Il vaut mieux avoir ce que j'avais prévu. Il vaut mieux avoir des flacons Norad, et puis quand on sait qu'on va faire une collection de P47, comme certaines personnes, et ben on garde les mélanges, tout simplement. Des petits flacons, il y a des plus petits modèles, comme pour les gouttes pour les yeux, très bien aussi pour garder tout ça et réutiliser d'un montage à l'autre. Voilà. Alors, donc là j'ai ma teinte qui est éclaircie. Maintenant, on va la nuancer. On va l'enrichir chromatiquement. Alors, on peut utiliser différentes teintes. Là, on peut partir sur du rose. Alors, comme j'ai laissé dans mon godet le fond de peinture éclaircie, je vais être obligé de la rectifier avec la teinte de base, après avoir mis le rose, pour revenir à une nuance plus proche du H52 d'origine. Pour ceux qui connaissent pas l'outil magique, ça c'est imparable. Voilà, pour ouvrir les petits pots, enfin pour ouvrir les petits pots de Tamiya, donc le standard actuel, et les pots de Gunze et même les nouvelles gammes espagnoles qui existent. Donc ça, je crois que c'est MR Hobby, ouais c'est ça, c'est MR Hobby qui fait ça, Créos. GSI, voilà, tout est écrit dessus. Ça, c'est remarquable, ça fait gagner un temps fou, ça évite de se ruiner les mains, d'en foutre partout. Voilà. Donc, j'ai une teinte de rose. Alors, pour le coup, celle-là est pas diluée. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que les peintures GSI, Gunze, sont assez denses, là, vous avez quand même quelque chose. Voilà. Quand on va chercher dans le fond, c'est assez pâteux, je l'ai pas assez agité, mais là, tout de suite, vous voyez que vous avez quelque chose qui est assez visqueux. Alors pour le coup, comme je veux pas non plus avoir une teinte complètement délirante, là je vais pas travailler au compte-goutte, mais je vais travailler avec le bâton. Donc je vais prendre 2-3 gouttes de rose, juste de quoi en fait altérer ma teinte et la réchauffer un petit peu. Avec avec le rose. Alors si on voit dans le godet, je sais pas ce qu'on arrive à voir avec lui, c'est pas beau, hein. Pour le coup, c'est une teinte qui est vraiment vilaine. Mais comme on va l'appliquer, la pulvériser, diluer 1, 2, 3, 4, 5, diluer et puis rectifier quand même avec un petit peu de la teinte de base, on va revenir à une nuance assez cohérente avec celle d'origine. Hop. Donc là, tout de suite, quand je vais la passer dessus, vous allez voir que on va être encore en décalage chromatique, j'entends. Tac. Voilà. Donc à chaque fois, je le vide pour le purger, pour dégager le reste de peinture, enfin de nuances précédentes. Donc là, j'ai une teinte qui est quand même assez dense, mais ça va me faire gagner du temps. Alors, j'ai oublié de déplacer le scotch. Puisque je passe à une autre nuance. Vous verrez en fait sur le modèle terminé, il y aura une progression, une espèce de continuum, dont on devrait voir un peu les délimitations. Hop, allez, c'est parti. Et donc, rebelote. Donc, rien de très original par rapport à ce que je vous ai montré. Sauf que, comme il y a du rose dedans, on enrichit encore. On enrichit encore la teinte. Si on insiste un peu trop par certains endroits, ça peut être intéressant parce que quand on regarde les photos d'époque, on voit que l'olive drabe avait tendance à tourner au rose assez franchement dans certaines conditions. Alors l'idée c'est d'être quand même assez précautionneux pour pas complètement oblitérer l'effet précédent, quoi.
Donc, il faut choisir les endroits où on pulvérise. Il faut pas pulvériser entre les tâches qu'on a déjà passées. Il faut déborder un peu dessus, sans les couvrir complètement. Donc, tout l'art de ce travail-là, c'est de compléter les effets avec les différentes couleurs, de manière à ce que toutes les nuances qu'on a utilisées restent visibles au final, sans pour autant qu'on soit capable de les identifier et de les pointer précisément. Et donc pour ça, il n'y a que la pratique, l'habitude, et puis le temps qu'on y consacre. Là, encore une fois, j'ai fait la version accélérée, mais si vous travaillez à 80% de dilution, vous verrez que la nuance monte très très progressivement, et donc du coup, vous pouvez obtenir des effets très très fins. Alors comme j'avais pas mal insisté sur le dessus avec ma teinte claire, là elle était relativement homogène. Donc là du coup d'utiliser la nuance rose, là ça va permettre de nouveau de l'altérer, de la moduler un peu. On pourrait aussi faire des mouvements un peu plus dans le sens du vent. Voilà, hop. Je vais faire un panneau rose, hein. Je l'appelle rose, je vais laisser un peu clair. Désolé. Voilà, donc tu vois tout de suite il va être plus lumineux. Pourquoi pas. Allez, je gouverne, hop. Un ISO, ça suffit pour le rose. Toc, voilà. Et là tout de suite normalement on doit pouvoir voir la délimitation. Pendant ce temps-là, je purge. Donc là, je vais enlever, parce que le rose a tendance un peu à marquer, c'est comme le rouge, c'est assez peu couvrant, mais par contre, ça altère beaucoup les teintes. Enfin, si vous avez déjà utilisé un aérographe et que vous avez fait de la peinture rouge, vous savez parfaitement que vous la tirez pendant 5 séances peinture derrière, avant de l'éliminer complètement, parce que le pigment reste très très présent. Alors c'est une galère absolue à peindre de manière uniforme sur une surface, c'est ce que je cherche. Malgré tout, ça reste présent, et donc ça a tendance à polluer. Le rose, c'est un peu pareil, ça pollue pas mal. Autre flacon dont je me sépare jamais, l'acétone. Ça sent pas très bon, mais c'est pas le solvant le plus agressif, et par contre ça fait des merveilles avec la Gunze, avec ces types de peinture, parce que ça décape très très bien, et quand la tête de buse et l'aiguille sont encrassées par des accumulations de peinture à force de pulvériser, on balance un peu d'acétone dans l'aéro, et ça purge assez bien. Donc je reprends la teinte de base, je sais absolument pas à combien j'en suis. Voilà, accélérer. Désolé, je suis bavard. Merci. Hop. Un peu d'H52, beaucoup trop d'H52 de diluant, c'est pas grave. Alors là, je vais passer sur une autre nuance. Donc on peut faire ça à l'infini, hein. Là, je vais me limiter encore à une nuance d'olive drab, à savoir une nuance plus jaune. Donc celle-là, cette nuance-là va allumer un peu les surfaces. Donc on peut utiliser soit du jaune pur, donc ce que j'avais mis ici, on peut utiliser soit du jaune pur, soit, moi ce que j'aime bien utiliser, c'est du jaune Zincro. Alors ce que j'appelle du jaune Zincro, en fait, c'est le XF4 Tamiya, qui pour moi est très très proche de la teinte. Le Zincro, c'est la peinture jaune Zinchromate. C'était une peinture d'après utilisée par les fabricants américains pour sous-coucher les machines avant d'appliquer le camouflage, ou pour protéger certaines parties métalliques contre la corrosion. Et donc le XF4 Tamiya est pas mal du tout pour ça. Il a une nuance qui est assez sympa, il est assez jaune sans être trop vif, et donc du coup il complète très bien l'olive drab en fait. Donc ouais, je rajoute un peu de jaune dans mon mélange.
Pour vous donner une idée, je vais remettre une goutte pour que vous puissiez voir. Hop. Yes. Alors là, je donne un très mauvais exemple sur la manière de travailler. En toute rigueur, pour travailler proprement, en fait, il faut refermer systématiquement les pots. Ça évite de se retrouver avec un désastre, de renverser le truc sur la maquette, sur le plan de travail, d'en foutre partout et de ruiner 3 heures de peinture. Donc j'ai dans mon godet ma nuance jaune, voilà. Donc si je pulvérise, vous voyez tout de suite que c'est assez vif. Voilà. Et donc rebelote. Alors là, il va falloir que j'ai la main un peu plus leste parce que la teinte est assez vive et tout de suite elle marque. Hein. Donc si je reste trop longtemps au même endroit, je vais faire un exemple ici, si je reste trop longtemps au même endroit, je me retrouve avec un panneau qui va tirer très nettement sur le jaune. Alors ça peut être intéressant hein, selon les effets qu'on veut reproduire. Voilà. Et puis ici, je vais atténuer ma tôle de remplacement, là, encore une fois. Hop. Je marbre, donc rien de très original par rapport à tout à l'heure. Mais encore une fois, on enrichit. On peut superposer ça aux effets un peu plus clairs qu'on avait fait plus tôt pour continuer à allumer. On peut accentuer pareil l'arête dorsale, les surfaces supérieures. Je me rends compte que je vais faire un truc. Voilà. Là, pareil. Donc je complète les retouches. Pareil sur le capot, marquer un peu plus. On peut travailler, on peut essayer de différencier des volets de refroidissement, par exemple. Bon, vous voyez l'idée. Hop. L'intérêt, c'est que quand on travaille avec j'aurais dû masquer pour trouver la délimitation. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est qu'en travaillant avec des teintes très diluées, ce que j'appelle les teintes claires, en fait, on a des effets qui sont assez subtils et au final, si on n'est pas satisfait du truc, on peut revenir dessus et on n'a pas tout le modèle à repeindre. On peut juste reprendre la zone qui est trop fortement tapée et on la corrige ponctuellement. Et comme la peinture est très fluide, on a un contrôle très fin avec l'aérographe. Et donc du coup, on peut corriger des zones vraiment très étroites sans même être obligé de délimiter. Après quelques mois ou quelques années de pratique, on a une maîtrise suffisante de l'aéro pour travailler sans masque. Voilà. Et donc là, vous voyez là, oups. Donc là, logiquement, vous avez la ligne de démarcation au niveau de l'habitacle et vous voyez tout de suite l'effet. Là, je suis pas passé beaucoup quand même avec ma teinte jaune et on voit tout de suite que ça saute à la figure. Voilà. Alors ça, c'est fait. Est-ce que j'ai fait les ailes? Oui, j'ai fait les ailes. Donc sur les nuances d'olive drabe pure, je m'arrêterai là sur ce modèle-là. Mais on va continuer à travailler les surfaces autrement. Donc, je purge mon godet. Tac. Tiens, plus. En fait, ce que je vais faire ensuite, c'est de travailler avec des teintes complètement différentes. Alors, en l'occurrence, une seule teinte. Donc, mon travail de base, je vais le reprendre et cette fois, je vais de nouveau le retirer vers le bas parce que là, j'ai quand même fait beaucoup monter les lumières et j'ai tendance à redescendre en fait en luminosité en passant un overspray. En fait, ce que je fais depuis tout à l'heure, les anglo-saxons appellent ça de l'overspray. Hein. C'est juste pulvérisé par-dessus.
pour ceux qui parlent pas anglais, et donc avec une teinte qui n'a rien à voir avec l'olive drab. Donc là, en l'occurrence, c'est un brun très foncé, donc c'est du Schwarzbraun, en allemand dans le texte. Donc je vais prendre cette teinte-là que je vais beaucoup diluer. Donc beaucoup diluer, je vais utiliser le mélange le taux de dilution dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va partir sur du 80% à peu près. L'idée étant d'avoir un mélange quand même très clair, très dilué, très peu couvrant, pour ne pas trop marquer. Bon, alors, je pense que ça, c'est encore trop couvrant. On va quand même essayer de travailler là-dessus pour... Voilà. Donc, j'ai un mélange... Voilà. Et donc ça, maintenant, ce que je vais faire, ça va être de travailler, ça va être du vieillissement pur, où en fait, je vais encrasser le sujet. Donc cette teinte-là, on peut utiliser ce qu'on veut, hein, mais je conseille de pas travailler avec du noir pur parce que le noir pur est trop dur. Donc vous allez avoir des effets qui sont totalement artificiels, alors que si vous travaillez avec du marron, vous avez une teinte qui est plus chaude, qui est plus douce, plus ronde, et donc ça donne un rendu final qui est plus subtil. Voilà. Donc quand je le pulvérise, vous voyez que c'est quand même déjà assez couvrant. Là, il y a pas beaucoup de couleurs qui passent dans l'aéro, mais ça couvre déjà assez. Donc ce qu'on peut faire avec ça, si j'oublie pas de mettre mon petit cache. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est de reprendre un peu plus les lignes de structure et les détails en relief ou en creux sur la maquette pour souligner certaines zones et reproduire certains effets. Alors, premier effet que je peux présenter, j'ai déjà pré-masqué mon gouvernail en fait, enfin ma dérive, pour laisser le gouvernail apparent. Il y a certains maquettistes, ça se voit toujours. Moi, je le fais pas trop, mais c'est quand même assez intéressant à faire. Qui ombre systématiquement le bord d'attaque, la partie avant des surfaces mobiles. Ça fait un contraste entre la partie fixe et la partie mobile. C'est des effets qui sont intéressants et qui donnent du volume à des surfaces qui sont autrement assez planes. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais travailler le long de mon ruban de masquage, avec toujours des mouvements perpendiculaires au sens de déplacement général. Alors, je vais forcer exprès pour qu'on voit vraiment l'effet. L'idée en vrai, c'est pas d'avoir un bord d'attaque, une partie avant de la surface qui soit complètement sombre, mais c'est pour vous montrer l'effet que ça donne quand on démasque. Voilà. Je sais pas si vous voyez. On peut encore l'accentuer. Alors une fois qu'on l'a fait de manière assez dure en mettant le masque, on peut le reprendre aussi à main levée. Ça diffuse un peu plus, ça déborde sur la partie fixe, ça permet d'atténuer le contraste si on n'a pas envie de reprendre la teinte de base. Ça, c'est un premier effet qu'on peut faire. On peut reprendre de la même manière les pourtours de certains panneaux. Là encore, il y a une logique, c'est de suivre les zones de manutention. Donc, typiquement, on peut insister plus lourdement sur les tranches des panneaux amovibles, des trappes d'armement, des trappes moteurs, les bords des capots moteurs, et puis aussi sur les bords de fuite ou les bords d'attaque que les mécanos vont manipuler quand ils vont déplacer les appareils au sol à la main, quand ils vont les pousser ou quand ils vont faire ou quand on fait pas une visite pré-vol parce qu'en principe c'est le pilote qui l'a fait, mais quand ils vérifient les gouvernes ou ce genre de choses, ils les manipulent, ils ont pas forcément les mains propres, et donc du coup souvent ce qu'on peut observer quand on regarde attentivement les photos, c'est que les bordures des surfaces donc des ailes, des stabs et compagnie sont souvent plus sombres parce qu'elles ont été un peu manipulées. Et alors, on peut faire des effets vraiment très subtils, mais au final, ça enrichit encore le rendu visuel de la maquette. Donc, pour ce genre de travail, là, pour le coup, je vais un peu moins balayer la surface. Donc, je vais faire une première approche, en suivant vraiment le profil, le profil.
de l'aile. Et puis après, je vais le tirer un petit peu plus pour faire des irrégularités. Alors là, c'est exagéré en termes de profondeur, parce qu'ils n'ont pas des mains qui font 30 cm en principe. Donc, j'accentue volontairement, mais en fait, il faut travailler très très près du bord pour marquer très légèrement les zones manipulées. Vous voyez, si on fait ça tranquillement, on fait des irrégularités, et tout de suite, ça enrichit les bords de fuite. Même manière, alors les trappes d'armement. Alors il faut observer, il faut connaître un peu son sujet, il faut savoir comment s'ouvre la trappe d'armement. Il y en a qui sont sur charnière, il y en a qui se dévissent, il y en a. Voilà. L'idée, c'est par exemple de ne pas faire des zones de manutention au niveau de la charnière quand ça s'ouvre. Mais on peut se dire aussi que c'est des zones qui sont graissées, et donc on peut accentuer, on peut faire des effets comme ça d'accentuation de ces zones. Donc d'abord on souligne le pourtour, et puis après on déborde de manière irrégulière vers l'intérieur du panneau. Et pour pas que ce soit trop dur, qu'on n'ait pas une délimitation systématique, après on peut reprendre un peu plus le centre du panneau de manière aléatoire, comme je l'ai fait jusqu'à présent, hein, avec toutes les teintes. Alors il faut y aller quand même assez doucement. Il faut être assez mesuré, parce que on tire très rapidement la teinte, on retire très rapidement la teinte vers le bas. Donc on peut se retrouver assez rapidement avec un modèle très très sombre. Donc voilà, il faut y aller mollo. Et puis on peut se dire que cette machine-là, ça fait un certain temps qu'elle est sur le terrain. Donc on complète la patine, les nuances de manière aléatoire. J'insiste un peu ici sur mes charnières. Hop. J'enrichis. Pareil ici. Alors là où il y a les actuateurs, par exemple, on peut faire des traînées dans le sens du vent. Bon, là, je fais ça très salement. Là, je suis à main levée, pareil, la charnière de mon aileron. Hop, et puis je le rebrosse de manière aléatoire. Je peux reprendre certains panneaux pour les faire un peu plus sombres. On va faire la même chose sur le fuselage, donc d'abord de manière aléatoire. On va casser un peu les brillances sur le dessus. Alors, capot moteur, beaucoup de doigts sales dessus. On voit sur certaines photos d'époque où c'est vraiment très très caractéristique. On peut même reproduire au pinceau les traces de doigts si on veut. Hop. Ici, on a des évents, donc souvent dans le flux des évents. Alors, si on veut se faciliter la vie, on met un petit bout de masque pour être certain de ne pas déborder sur la partie avant. Je vais faire ça bien. Bien. Et hop. Hop. Donc là, on travaille dans le sens du vent, dans le sens du vent relatif. Donc là, il faut vraiment avoir la buse assez fermée. Hop. Bon, je vais travailler que sur deux, parce que j'ai pas assez de temps. Je vais en marquer une assez fort. Après, tout est question de goût personnel ou de copie du sujet original. Voilà. Alors ici, je vais enlever. Donc là, vous allez voir un petit peu la nuance. Et ici, j'enlève. Là, vous voyez que, hop, voilà. En aval de l'écope, enfin je sais pas, une écope, de Louis, en fait, on a cette traînée-là, donc que j'ai exagéré, hein, évidemment. Voilà. Donc on peut continuer. Hop. Alors ici, avec cette teinte-là, on peut recommencer ce que j'ai fait au début avec la teinte très claire. On peut faire des stries verticales. Encore une fois, ça fait des effets. Alors encore une fois, faut doser, hein, mais ça fait des effets. Parce que ça va encore. Voilà. Et en fait, quand on passe on passe la teinte, moi je travaille beaucoup par brillance, c'est-à-dire que quand on est avec des teintes très diluées, on a du mal à voir exactement où la couleur se pose. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'incliner le modèle pour travailler en brillance. Et là, on voit directement où passe la teinte parce que on a un fantôme brillant qui se dessine et qui disparaît. Mais du coup, on sait où on passe. Et après, on contrôle régulièrement. Et donc, ce que j'ai tendance à faire avec cette teinte sombre, c'est pareil, de reprendre les ailes
dans le sens du vent, hop, et de faire des micro stries comme ça, qui encore une fois vont enrichir l'aspect final, en insistant plus à certains endroits. Je vais travailler pareil les traces de cordite en sortie de mitrailleuse. Voilà, je fais ça comme un cochon, hein. Logiquement, il faudrait vraiment faire ça voilà, plus proprement, tirer, voilà. Sachant que il faut faire attention à la peinture avec laquelle on travaille, parce que les effets qu'on recherche sont pas forcément les mêmes, à savoir, il y a certains effets qui seront brillants ou satinés et tout à fait acceptables comme ça, et d'autres qu'on va vouloir avoir très très mat. Donc, il faut pas hésiter à rajouter de la base mat ou travailler avec une peinture vraiment mat pour faire ces effets-là. Voilà. Donc, je strie. Comme vous pouvez voir, la tête de l'aéro est vraiment très près de l'aile. Ça permet du coup d'avoir une strie à bord quasiment net. Donc ça permet d'avoir des effets intéressants. Et puis un truc que j'aime bien faire aussi, c'est de reprendre par exemple des Karman et de les retravailler comme ça verticalement pour les encrasser. Quand on fait ça, j'allais dire proprement, on peut avoir des effets d'ombre et de salissure qui sont très intéressants. Ça simule assez bien l'accumulation de crasse, de saleté dans les creux, dans la visserie, entre les tôles. Et c'est une première préparation au travail, par exemple, de traces d'échappement. Je sais pas où j'en suis, hein, en termes de temps. Je pense que je suis à la bourre par rapport à ce que je voulais vous présenter. 1h10, c'est 20 minutes. On est large. Voilà. Donc là, on a, un premier rendu. Et là, je pense que vous pouvez voir. Si vous comparez avec l'aile bâbord, bon, il n'y a pas photo. Donc c'est une illustration, après chacun son goût, hein. On va plus ou moins loin, on force plus ou moins les contrastes. Il y en a qui vont préférer allumer leur peinture, il y en a qui vont préférer plutôt la tirer vers le bas, ça dépend du sujet aussi, hein. Cette illustration, là je la fais à l'olive drabe, mais c'est valable avec en fait la plupart des couleurs. Et pourquoi j'insistais sur le taux de dilution, quand vous travaillez sur un camouflage, qu'il soit britannique, allemand ou que sais-je, quand vous travaillez avec un camouflage multicolore, vous pouvez marbrer vos teintes exactement de la même façon, sans crainte de dénaturer. Si vous avez un camouflage britannique marron et vert, quand vous travaillez votre vert et que vous avez un taux de dilution de 80%, vous pouvez déborder sans risque sur le marron, ça ne marque pas. Vous insistez surtout sur le vert, ça déborde, c'est quasiment invisible. Et puis ensuite, quand vous travaillez votre marron, vous corrigez éventuellement là où ça aurait pu déborder et vous nuancez en fait sélectivement vos teintes de cette manière-là. Et vous voyez qu'avec des mélanges très clairs, très dilués, en fait, on a un contrôle très très fin sur la quantité de pigments qu'on balance sur la surface et donc sur la finesse des marques qu'on applique, qu'on dessine sur nos surfaces. Il me reste 20 minutes, c'est ça? Alors, une illustration, j'aurai peut-être pas le temps de vous faire les traces d'échappement. Donc, une illustration du travail de l'olive drabe faded, en bas d'onglet. Donc là, c'est un mélange. Alors, c'est ce que j'ai ici, si je l'ai sorti. Voilà. Donc, c'est mon faded ici. Je vous ai mis la composition. Donc, je suis parti en fait d'une base de H79, donc mon sable allemand, auquel j'ai rajouté un peu moins de 10% d'olive drabe, puisque l'olive drabe est très riche en pigments, donc il va très rapidement foncer la teinte, donc très rapidement la verdir. Et puis j'ai rajouté 2% de H310 qui est en fait un brun, c'est un marron. Et donc on obtient, une fois pulvérisé, on obtient cette teinte-là. Voilà. Donc, faut pas se fier au bouchon, la couleur du bouchon, ça n'a rien à voir, mais voilà. Quand c'est pulvérisé de manière homogène, on a cette teinte un peu, je sais pas, chanvre, havane, kaki, voilà.
Donc cette teinte-là, elle est intéressante parce que, comme je disais en ouverture, elle reproduit assez bien ce qu'on voit sur les B17, sur les C47, qui ont quelques mois ou quelques années d'opération. C'est une teinte qui se patine très rapidement. Vous allez voir qu'en 2 temps, 3 mouvements, on va arriver à quelque chose d'assez marqué. Alors, ce qu'on pouvait voir souvent à l'époque, donc je vais reprendre mon Olive Drab, on va reprendre du H78 par exemple, on pourrait prendre du XF62. Alors, le XF62, c'est l'Olive Drab Tamiya. Il est très vert et très dur, en fait. Il est très sombre, donc je l'utilise assez peu. Je vais pas l'utiliser là. Je prends du H78. On pourrait aussi travailler avec du XF51, le Kaki Drab, qui est comme son nom l'indique, un espèce de kaki mais assez foncé, qui reproduit assez bien certaines retouches qu'on pouvait voir sur les C47 par exemple, qui ont été utilisées après la guerre aussi pendant le pont aérien de Berlin. Mais bon là, juste pour l'illustration, je vais repartir sur du H78. Alors un peu de diluant. On va mettre 3 gouttes de H78 pour faire une retouche. Et après, je passerai au travail avec les jus et les projections directement. Toc, donc j'ai mis 3 gouttes dans mon diluant. Je purge. Je sale. Petite technique que j'ai appris d'un maquettiste, aérographiste allemand, pour éviter d'avoir le tuyau qui qu'on accroche partout, on l'enroule autour du bras. C'est pas grand chose, mais ça évite beaucoup de dégâts. Je me rappelle plus comment s'appelait ce monsieur. C'est une vidéo c'était le VHS à l'époque que j'ai vu dans les années 90. Et j'avais appris beaucoup pour débuter en aérographe. Donc, je pense que j'ai un mélange qui est trop clair, donc je vais le refoncer un petit peu. Catastrophe. Hop. Désolé pour les blancs. Voilà. Donc, les machines vieillies, beaucoup de maintenance, pas mal de pièces de remplacement, des fois des retouches peinture sur les dégâts, et donc on pouvait observer des machines très patinées, donc avec cette couleur très claire, avec des retouches très très foncées. Vous verrez, c'est par exemple ce qu'il y a sur mon Invader que j'ai mis en illustration. J'ai apporté en illustration qui avait une méga retouche d'olive drap frais sur une cellule qui avait très fortement passé et qui donc était quasiment de cette teinte-là. Donc, on peut imaginer que cette machine-là, elle a eu une tôle complète de remplacement ici. Comme il faisait des retouches, il s'amusait pas à le faire au pinceau, souvent. Il le faisait à l'aéro. Donc là, on peut le faire à main levée. Quand je fais ça comme un sagouin, ma peinture est pas assez diluée, ce qui fait que... Voilà. On va essayer de faire disparaître les grosses marques. Hop. On peut dire qu'on a le bord d'attaque aussi qui a mangé. Hop. Voilà, on a une machine qui a été un peu retouchée. Ça part en sucette. Je vais diluer très fortement. Donc là, il reste quasiment plus de peinture en fait dans le godet. Et je vais rajouter beaucoup de diluant. Concentration. Hop. Donc là, jusqu'à présent, j'ai une teinte de base, une retouche, un mélange extrêmement clair, voilà, un mélange très clair, vous voyez, ça couvre très très peu. Je réduis l'ouverture
de la buse, le battement de l'aiguille, c'est pareil. Je vais juste marbrer très très rapidement. Donc, comme le mélange est très très clair dans tous les sens du terme, on voit quasiment rien. Et en fait, il faut travailler avec des fantômes. C'est-à-dire que vous allez avoir un effet qui est quasiment invisible quand vous l'appliquez. Bon, vous allez insister un petit peu à certains endroits, vous allez commencer à voir apparaître quelque chose, mais au final, quand vous prenez du recul, vous vous rendez compte que vous avez plus du tout une surface uniforme. Et en fait, c'est ce qu'on cherche. Si on veut travailler, voilà, si on n'est pas sur l'école espagnole et qu'on veut avoir un rendu, j'allais dire subtil à très subtil, voilà. Donc ça m'a pris 30 secondes. Donc là déjà, on a une teinte qui est plus du tout homogène et qui restitue assez bien certains effets qu'on peut voir sur les origines. Donc, je vais m'arrêter là pour le travail de cette teinte-là. L'idée, c'est pas de recommencer ce que j'ai fait avec l'autre. Donc, vous avez compris le principe. On peut utiliser une variété de nuances en fonction de ce qu'on veut obtenir. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça c'est joli. On a déjà quand même pas mal de contrastes. Mais l'idée, c'est de taper, d'augmenter les contrastes, d'augmenter encore un peu les effets. Et donc, pour ça, on va faire un petit peu, rapidement, on va faire un petit peu de jus. Alors, Tamiya, on revient toujours à Tamiya d'une manière ou d'une autre. Tous les chemins en enquête. Les panel liners, ou les panel lines, je veux dire, Tamiya, sont vraiment très très bien. On peut les utiliser, alors moi je ne les utilise pas purs, mais souvent je les redilue un peu au white, tout simplement, white spirit. Hop, un peu de white spirit. Alors, il me faut mes pinceaux. Voilà. J'ai pas le pinceau qu'il faut. Je sais pas comment je me suis débrouillé. C'est pas grave, on va travailler comme ça. Donc, d'une manière générale, pour souligner les détails de surface, le jus est quand même vraiment ce qu'il y a de plus pratique, de plus facile à mettre en œuvre. Donc le panel line Tamiya, alors c'est des trucs qui sont, c'est des mélanges. On n'est pas du tout sur de l'acrylique, d'où la dilution au white spirit. Ça permet, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de travailler très rapidement sur une base acrylique. Vous êtes quasiment certain, sauf à frotter comme un maniaque, vous êtes à peu près certain de ne pas altérer votre travail de peinture s'il est fait à l'acrylique style Gunze. Quand vous passez du panel line dilué au white. Donc, on peut travailler pur, mais ça marque assez fort. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un peu du produit au pinceau et je trempe un peu dans du white pour l'éclaircir un peu. Donc, là, ça va être assez sauvage. Surtout que j'ai pas le bon pinceau. Pas très professionnel, tout ça. Donc, voilà. Et tout de suite, ça, je trouve que c'est la partie la plus gratifiante de la patine, c'est que vous repassez sur votre gravure autour de vos détails. Alors, j'ai une fibre qui s'est mise dessus, et tout de suite, il y a les détails qui apparaissent. C'est magique, il y a de la profondeur. On augmente les contrastes. Les choses qui n'étaient pas visibles sous la peinture apparaissent. On délimite les trappes. On reprend les charnières. Donc certains badigeonnent intégralement les surfaces. Je suis pas fan parce que je trouve que ça dénature trop le travail de peinture. Donc je préfère travailler sélectivement le long des lignes de structure. Ça déborde, c'est exprès, parce que en fait, quand on va laisser le produit agir, le pigment va s'incruster un petit peu dans la peinture. Mais après, quand on va le nettoyer, il restera, encore une fois, un fantôme. Et du coup, ça fait encore des effets visuels intéressants. Voilà, on va faire ça un peu. Alors ici, comme on est près des capots moteurs, enfin près du moteur, on avale du moteur, ça crache, c'est sale. Donc on peut y aller plus fortement avec le produit, j'allais dire, pur ou très peu dilué. Je ne vois rien de ce que je fais. Voilà.
Donc on peut insister sur la visserie, sur les petites trappes. Il y a la maintenance, donc tout ce qui est loqué pour tour de tôle. Ça peut être très encrassé. Donc ça, en fait, c'est un travail qui, en travaillant avec un jus, donc c'est des jus qu'on peut préparer aussi avec des huiles d'artiste diluées au white, hein, pour ceux qui sont pas familiers du truc, mais on peut travailler avec des mélanges assez chargés et qui vont compléter le travail qu'on a fait avec le Schwarzbraun là, enfin avec le marron foncé à l'aéro, en rajoutant des effets plus tranchés que l'aéro qui par définition est assez diffus. Voilà. On continue, je vais charger un peu l'emplanture. Je vais y aller un peu à l'arrache. Pas le temps d'aller trop dans le détail. Alors encore une fois, hein, il y a une logique aussi. Les zones de marche, on peut y aller plus fortement. Hein. Les zones de marche sont les zones où on sait que la crasse s'accumule, que les mécanos n'ont pas que ça à faire d'aller passer le chiffon pour enlever l'accumulation de gaz d'échappement, d'huile mélangée avec la poussière du terrain de l'aérodrome et compagnie. Voilà. Donc j'ai pas fait partout. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté sur l'olive drab fade. Alors là, il vaut mieux travailler avec un mélange peut-être un petit peu plus clair, encore que. Ça dépend des effets qu'on veut donner. Hop. C'est magique parce que là, vraiment, avec un minimum de travail, on va se retrouver avec une teinte et des panneaux bien délimités, déjà un peu vieillis. Voilà. Donc pendant que je fais ça, ça sèche de l'autre côté. Alors en toute rigueur, c'est quand même un peu mieux de laisser le pigment prendre, je sais pas, une quinzaine de minutes pour qu'il accroche suffisamment autour des détails. Là, je n'ai pas le temps, donc en fait, je vais effacer une bonne partie de mes effets, malheureusement. Et je ne peux pas vous montrer des projections tant que j'ai pas essuyé mes surfaces. Donc, on verra quand même un peu les effets sur les parties externes de l'aile. Et puis je pourrais vous faire circuler aussi la mule que j'ai utilisée pour faire mes tests. Alors, du white, pas l'acétone. Ça fait d'autres effets, pas forcément ceux qu'on espère. Pour décaper une mauvaise peinture, c'est nickel. Voilà, il y a un outil qui permet de faire ça plus rapidement. Allez, ouf. Bon, on va en perdre une partie, hein, mais si on laissait prendre un peu plus de gris plus longtemps. Alors, pour essuyer ça, on peut y aller soit à l'arrache avec un chiffon, soit peut-être ce que je vais faire là dans un premier temps avec un pinceau qui permet, je vais le faire, hein, je vais y arriver. Non, pas bien. Qui permet, je sais pas ce que je disais. Voilà, un pinceau qui permet de tirer le pigment, mais pas de trop le décaper. Quand on travaille sur les ailes, il vaut mieux le faire dans le sens du vent relatif. Donc, on va travailler. Alors, vous voyez que déjà, le fait de l'avoir laissé, je sais pas, ça fait quoi, 5 minutes que je parle là-dessus, que je l'ai appliqué. Vous voyez que déjà, un simple coup de pinceau ne suffit pas à enlever le pigment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est remouiller intégralement les surfaces. Voilà. Et puis, petit à au white. Et puis, tirer progressivement le pigment. Et donc là, comme vous voyez, ça ne part pas. Donc, c'est pas grave. Parce qu'on a un outil un peu plus puissant qui s'appelle le chiffon imbibé. Et là, cette fois, on peut le frotter, le tirer, et progressivement, voilà, on va enlever le pigment, mais si on l'a laissé prendre suffisamment longtemps, il reste dans la gravure. Hop. On sèche. Et logiquement,
on se retrouve déjà avec des tôles bien délimitées, bien contrastées. Voilà. Sur l'aile, voilà. On va faire la même chose sur le fuselage. Sur le fuselage, par contre, alors on peut vouloir le faire dans le sens du vent. Alors on peut le faire dans le sens du vent pour reproduire quelques traînées, quelques coulées qui sortiraient directement des copes du capot moteur en arrière des volets. Donc on peut effectivement le tirer comme ça, dans ce sens-là, pour compléter l'aéro. Mais d'une manière générale, sur le fuselage, moi j'ai tendance à le tirer verticalement pour reproduire en fait les écoulements dont je parlais tout à l'heure et compléter les effets à l'aérographe. Donc je vais remouiller intégralement mes surfaces. Donc ça c'est un truc que les blindeux connaissent bien, même ils doivent faire ça différemment. Je suis un profane. Voilà. Donc, alors ce qu'on peut faire, c'est essayer de gratter comme ça les surfaces pour enlever progressivement le pigment et même l'accumuler en fait le long de la gravure et des reliefs dans ces zones qui sont assez peu accessibles et où toute la crasse, toutes les saletés peuvent s'accumuler. Donc voilà, on le tire vers le bas. Donc si on laisse le white agir suffisamment longtemps, il va resolubiliser le pigment. Et ensuite, on va pouvoir le tirer en le brossant verticalement. Ça, c'est pas assez efficace, donc on va y aller gentiment avec le chiffon. Là, c'est pour enlever le gros du pigment. Et puis, pour refaire un petit peu des trucs un peu plus subtils, on peut prendre un autre pinceau, peut-être un peu plus pointu, sur lequel on va remettre du white, éventuellement un petit peu de pigment si on veut, de jus, et puis on peut tirer. Alors là, ça va pas se voir parce que mes surfaces elles sont encore un peu humides, mais on peut tirer comme ça et faire des lignes ultra fines. Alors j'ai pas le bon pinceau, je sais pas comment je me suis débrouillé, mais on peut utiliser des pinceaux très très fins à poil long, et ça permet de caresser un peu la surface et de tirer des lignes très très fines. Et on peut avoir des effets très très subtils. Et en travaillant avec des pigments de teintes différentes, on peut même travailler avec des pigments, des jus comme ça plus clairs, et donc du coup reproduire des traînées plus ou moins claires sur les surfaces. Ce que je vous ai pas montré, alors ce que j'ai tendance à faire, c'est aussi moduler la couleur. Là, j'ai utilisé que le brun foncé. Selon les zones, typiquement autour des panneaux d'armement, je vais rajouter du noir. Pas de noir pur, c'est comme à l'aéro, le noir pur est quand même très solide, très très dur, pardon. Mais ça se justifie sur certaines zones. Donc au niveau des traces d'échappement, autour des panneaux d'armement, parce qu'avec la cordite et ce qui sort de ces zones-là, ça peut être très foncé, très noir. Et donc du coup, on peut faire varier. En fait, l'idée c'est de commencer à appliquer le jus brun en partant de l'extérieur, sur toute l'envergure de l'aile par exemple, et puis sélectivement de rajouter un peu de noir sur les zones qu'on veut durcir pour reproduire ces effets plus sombres. Pareil sur le moteur, on va commencer à appliquer le brun, puis on va rajouter du noir et puis on va le tirer plus ou moins avec du white pour obtenir des effets un peu variés. Voilà. Je vais terminer les huiles ici. Hop. Sur les ailes, hop. Ah oui, sur mon panneau clair, le mélange brun-noir est presque trop dur déjà. C'est assez contrasté. Alors ça peut être pas mal, mais j'aurais peut-être sur un modèle destiné à être publié, par exemple, j'aurais peut-être repris ça avec un brun un peu plus doux. Voilà. On y va vite fait. Hop. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme ces mélanges-là sont légèrement lustrés. Alors, en fait, selon la quantité de pigment, ce qu'on dépose sur la surface est plus ou moins mat ou plus ou moins lustré. Et donc, du coup, quand on travaille dans le frais, on peut avoir des effets qui vont varier la brillance de nos surfaces. Et ça contribue aussi à enrichir le rendu final du modèle. Il y a des gens qui vont avoir tendance à pulvériser une couche de vernis mat uniforme sur le modèle. C'est un peu dommage ou brillant.
encore pire. C'est un peu dommage quand on a passé du temps à nuancer les surfaces parce que ça écrase tout et on perd la subtilité du truc. Alors que quand on retravaille en finale les surfaces avec ces jus-là, avec ces produits-là et qu'on les tire, on peut faire des traînées plus ou moins brillantes, des zones plus ou moins lustrées, plus ou moins mates et voilà, ça donne une richesse au fini du modèle. Les marquages, est-ce que vous appliquez après? Alors, j'ai été obligé de court-circuiter le truc. En toute rigueur, je pose mes marquages et je fais mes jus ensuite. Voilà. Il m'arrive de procéder comme ça, poser mes marquages et compléter les marquages selon les modèles et selon la nature des jus que je vais passer. Modulation, vous faites sans les marquages. Modulation sans les marquages. Et je module les marquages après, ouais. Mais on peut très bien faire les marquages, et à plus forte raison si on les peint, avec les techniques à 80% de dilution, tu peux faire ta modulation avec les marquages en place. Si t'es un peu précautionneux, tu vas pas trop déborder dessus et tu vas pas trop les abîmer. Voilà. Et juste pour compléter les travails aux huiles, un truc que je fais aussi, alors là il faut un peu diluer, c'est de prendre on prend un pinceau, on le trempe dans le produit et on complète le travail de traîner avec des micro-taches. Donc là, assez logiquement, je devrais me rater en faisant la première projection. Voilà. Donc en travaillant alors, il faut décharger un peu le pinceau parce que s'il est trop mouillé, vous allez balancer des grosses taches. C'est ce qui va être le cas assez logiquement. Donc, voilà. En travaillant comme ça, alors, je conseille de faire une répétition pas face à sa figure parce que quand on fait dans le sens inverse, ça fait des surprises. Un coup de diluant et de pigment dans la tronche, c'est pas forcément idéal. Hop. Donc, si vous travaillez avec un jus qui est assez clair, enfin, assez dilué, les taches que vous voyez sur la surface là qui sont en train de se faire vont progressivement disparaître et ne laisser qu'un fantôme, une petite auréole ou une petite zone de pigment. Bon là en l'occurrence je fais vite donc je travaille avec un pinceau trop chargé et trop peu dilué. Donc là on a des taches mais qui rajoutent encore un peu au vieillissement, qui rajoutent des effets, ça marbre un peu, ça fait des auréoles, des effets qu'on peut voir en vrai. Et si on n'est pas trop content du rendu, si c'est un peu trop systématique, ça fait un peu trop des gouttes, ça fait un peu trop de gouttes en bon français. On prend soit une éponge, soit un tampon comme ça, on évite qu'il soit trop mouillé, et puis on peut retamponner un peu la surface. Et là, on complète en fait le travail avec un effet. On peut même envisager de le mouiller avec un jus, du jus plus ou moins dilué, et tamponner pareil. On fait ça soit à l'éponge, soit avec ça, soit avec de la mousse aussi, de la mousse d'emballage, et on va se retrouver avec encore un effet supplémentaire. Et quand on souffle le truc, au final, on a quelque chose qui est quand même assez riche. Pour un truc, travailler un peu au pas de charge. Voilà. Et ça vous donne une idée de ce qu'on peut obtenir. Je vais m'arrêter là. J'aurais bien aimé vous montrer les traces d'échappement. On peut en discuter après la présentation et puis avec le support que j'avais préparé ici, sur lequel j'avais fait des traces d'échappement fictives. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci.